Vous êtes tous des versions moins réussies de moi. Ça me va, ça veut dire que vous serez plus facile à vaincre. Combien de fois avons-nous vu ce scénario dans les fictions? Une héroïne puissante qui finit par jouer les demoiselles en détresse, un personnage féminin avec un potentiel incroyable relégué au second plan. Non pas par faiblesse physique, mais uniquement par écriture scénaristique. De Wonder Woman à Wanda Maximoff, leur pouvoir fluctue mystérieusement selon les besoins du scénario. Et malheureusement, Atom Eve n'en fait pas exception. Car bien qu'Amazon nous ait offert un préquel entier sur elle, histoire qui par ailleurs est aussi évoquée sur ma série de vidéos sur l'histoire complète d'Invincible, nous sommes clairement en droit de nous demander ce qui se passe derrière ce joli costume rose. Et aujourd'hui, sur Otascream, plongeons dans les abysses de puissance de celle qui pourrait être non seulement le personnage le plus puissant de tout l'univers d'Invincible, mais peut-être l'une des entités les plus redoutables jamais créées dans les comics. Et surtout, découvrons pourquoi le créateur a délibérément bridé ses pouvoirs dans une tradition qui touche tant les héroïnes avant elle. Voici donc l'analyse. Ok, pour les derniers de la classe qui n'auraient pas vu ma vidéo sur ma chaîne d'histoire Aramis Creed, lien dans la description de cette vidéo ou dans la page d'accueil de la chaîne, abonne-toi, like et active la cloche. Voici un petit récap de la situation. Samantha Eve Wilkins n'est pas née par hasard. Elle est le fruit d'un projet top secret du gouvernement américain visant à créer l'arme parfaite. Le docteur Elias Brandyworth, scientifique de génie, a conçu un enfant capable de manipuler la réalité à volonté. Mais celui-ci a eu peur de sa création. Tellement peur que le gouvernement en fasse n'importe quoi, qu'il a changé le bébé avec l'enfant mort-né d'un couple lambda pour le cacher au gouvernement. Justement, les Wilkins. Et comme je l'ai expliqué dans mon récit détaillé sur Aramis Creed, cette crainte en dit long sur son potentiel. Un potentiel si grand que même son créateur a préféré le cacher plutôt que de la voir devenir une déesse vivante, tout simplement. Dans les comics comme dans la série, on nous présente Eve capable de manipuler la matière à des niveaux subatomiques. Elle peut transformer du poulet en hamburger, créer des constructions d'énergie ou même voler. Mais ses pouvoirs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour ceux qui ont vu la série, lu les comics ou vu mon histoire complète d'Invincible, vous savez déjà que le Dr. Brandyworth a implanté dans l'esprit d'Eve des blocages mentaux qui l'empêchent d'utiliser ses pouvoirs à son plein potentiel et encore moins sur les êtres vivants. Ces blocages sont l'exemple parfait de comment un personnage féminin potentiellement surpuissant est maintenu sous contrôle, littéralement par un homme dans l'univers narratif et métaphoriquement par les auteurs dans le nôtre. Et je te vois venir, ce n'est absolument pas de la propagande wokiste ou autre, non. Ici, nous nous basons uniquement sur les faits, team science et analyse avant tout. Mais malgré ses limitations, Eve a démontré à plusieurs reprises des éclats de son véritable potentiel. Dans mon récit de la série sur ma chaîne principale, j'ai particulièrement mis en évidence 3 moments cruciaux. Son combat contre Conquest, dans lequel Eve, poussée à ses limites émotionnelles, parvient à brûler littéralement la peau d'un Viltrumite, et pas n'importe lequel s'il te plaît, on parle de Conquest. Et croyez-moi, ce n'est absolument pas rien. Pour vous mettre cela en perspective et vous donner à peu près une ordre d'idée, ça représente environ 1,8 hexatonnes d'énergie, ou soit la puissance nécessaire pour détruire entièrement un petit pays comme l'Irlande, ce qui pourrait causer des dommages significatifs à un être comme Conquest. Ou encore, quand Eve explique elle-même les limites qu'on lui a imposées, dans une rare prise de conscience, qui dévoile la frustration d'un personnage conscient d'être bridé. Et comment oublier sa résurrection miraculeuse quand elle fut transpercée. Vous l'avez tous vu sur les réseaux, dans les comics, en anime ou sur mon histoire complète de la série. Ce moment, précisément ce moment, révèle qu'Eve possède une forme d'immortalité théorique, un pouvoir qui à lui seul la placerait au-dessus, sans aucun doute, de la grande majorité de tout l'univers d'Invincible. Et pour comprendre l'ampleur du potentiel d'Eve, comparons-la au manipulateur de la matière les plus puissants des comics, le Dr. Manhattan de Watchmen. Possède lui aussi des pouvoirs similaires à Eve. Comme elle, il peut manipuler la matière à des niveaux subatomiques, mais contrairement à elle, lui, il a aucune limite mentale. Et par ce fait, il rentre dans la très rare et sélecte liste des personnages omnipotents de l'omnivers. Et lors d'une prochaine analyse sur le sujet, je vous soulignerai comment le Dr. Manhattan représente ce qu'Eve pourrait devenir si ses blocages psychologiques pourraient sauter. Un être quasi divin, capable d'exister simultanément, à plusieurs endroits, sur plusieurs plans, en même temps, et de remodeler la réalité selon sa volonté. Et le plus frappant encore est sa comparaison avec le Molecule Man de l'écurie en face là. Les Marvel, tu connais.
Pour ceux qui ont suivi mon récit complet sur la Secret Wars sur ma chaîne principale, vous vous souvenez certainement de ce personnage, Owen Reiss, capable de détruire et de créer le multivers entier. J'y ai expliqué comment Owen Reiss est devenu la batterie vivante du Battle World, soutenant un univers entier par sa propre volonté. Donc, ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est qu'Eve partage la même capacité fondamentale que ces deux titans, à la différence que eux sont des personnages masculins qui ont été autorisés à exploiter et à explorer pleinement l'étendue de leur potentiel et de leur pouvoir, tandis qu'Eve reste limitée, bridée. Un commentaire involontaire, certes, mais parlant sur le traitement des personnages féminins dans la fiction. Robert Kirkman a délibérément limité Eve de 3 façons distinctes. Une limitation mentale, des barrières psychologiques qui l'empêchent d'utiliser ses pouvoirs sur les êtres vivants, sachant que les mêmes détenteurs de ces mêmes pouvoirs dans d'autres œuvres de fiction ont une liberté totale. Un problème de vitesse, elle est toujours présentée comme largement plus lente que les Viltrumites par exemple. Et une relégation narrative. Je m'explique. Elle est systématiquement écartée des moments cruciaux de l'histoire. Les rares points où elle intervient, c'est pour montrer les limites de son pouvoir, alors que théoriquement parlant, elle a un potentiel, littéralement, infini. Et encore une fois, à la différence de ses autres compères des autres écuries qui ont le même type de pouvoir, elle est totalement nerf. Mais genre pas nerf de manière cohérente, genre nerf parce qu'il faut la nerf. Évidemment, on ne veut pas que ce soit un Deus Ex Machina, loin de là. Mais quand tu vois des êtres comme Alien l'alien, qui va au fil du temps se choper un Zeikal Boost, tu peux te poser des questions. Et ce triple schéma révèle un schéma plus large dans la fiction. Les personnages féminins ne sont presque jamais autorisés à être les plus puissantes de leur univers, même quand leur potentiel le suggère. Et dans l'anime, ces limitations sont encore plus évidentes. L'épisode spécial nous montre une Eve qui doute constamment, qui n'explore jamais les limites de ses pouvoirs, qui reste cantonnée à des rôles de soutien ou de motivation. La pauvre, lors de son combat contre Conquest, et encore une fois, je ne dis pas ça pour prendre parti, est encore reléguée en tant que déclencheur émotionnel pour Mark Grayson. Elle est au bord de la mort, mais elle sert de déclencheur émotionnel. Alors qu'en soi, elle avait, théoriquement parlant encore une fois, les capacités de battre Conquest. Mais le plus dingue, c'est que Robert Kirkman lui-même a admis qu'Eve pourrait littéralement tout faire, et que ses pouvoirs sont au-delà de ce qu'il peut décrire dans son écriture. Nous sommes donc en droit de nous poser cette question. Pourquoi ? Pourquoi avoir créé un personnage si puissant pour au final ne pas l'exploiter, en tout cas dans son plein potentiel, et venir le brider ou en faire un love interest ? Pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui ont regardé mon histoire complète de Secret Wars sur ma chaîne principale, donc Aramis Crime, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent la voir. Imaginez Eve avec la liberté qu'a Molecule Man, ou encore mieux, le Beyonder. Elle pourrait manipuler la matière à une échelle universelle en fait, jamais égalée, transformer instantanément les êtres vivants, créer et détruire la matière à volonté sans restriction, ressusciter les morts, s'il te plaît, l'immortalité, se régénérer à l'infini, devenant pratiquement immortelle en fait, elle serait juste omnipotente et omnisciente la meuf. Sans ses limiteurs mentaux, et avec assez de temps pour réfléchir, Eve rendrait même les Viltrumites les plus puissants obsolètes, ça c'est clair et net. Et comme je l'expliquais un peu plus haut, elle représente une menace existentielle en fait pour l'ordre établi dans l'univers fictif, ainsi que dans les conventions narratives, tous genres confondus. C'est le type de personnage que les auteurs aiment créer, mais avec qui ils ont réellement du mal à se dépatouiller. En somme, la vraie tragédie d'Atom Eve ne se limite pas à son bridage artificiel dans l'univers d'Invincible. C'est un cas d'école de ce paradoxe créatif où Robert Kirkman invente un personnage au pouvoir presque divin, pour ensuite installer des verrous mentaux plutôt que de simplement concevoir un héros moins puissant dès le départ. Cette décision créative soulève une question fondamentale. Pourquoi imaginer un personnage capable de remodeler la réalité à des niveaux atomiques si c'est pour immédiatement neutraliser ce potentiel ? La réponse est peut-être plus révélatrice qu'on ne le pense sur la façon dont les héroïnes ou les héros sont traités dans les comics. Non mais vraiment, car au fond, si Kirkman ne voulait vraiment pas qu'Eve éclipse Mark et les autres protagonistes masculins, il aurait pu simplement lui donner des pouvoirs plus limités dans sa conception. Mais non, il a préféré créer un être théoriquement tout-puissant, omniprésent, omnipotent,
puis installer des blocages mentaux artificiels qui rappellent étrangement comment tant d'héroïnes sont maintenues sous le contrôle narratif, et encore une fois, ce n'est même pas pour une guerre d'idéologie que je le dis. Et alors que la série télévisée poursuit son adaptation, j'espère qu'elle osera remettre en question ce choix créatif, qu'elle nous montrera enfin une Eve qui brise ses chaînes mentales, non pas pour devenir une déesse omnipotente qui résout tous les problèmes d'un coup, mais pour explorer les véritables implications d'un tel pouvoir et la responsabilité qui l'accompagne. Et vous, pensez-vous qu'Atom Eve mérite enfin de libérer sa pleine puissance dans la série, ou estimez-vous que ces limitations sont nécessaires pour l'équilibre du récit? Partagez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Otascream pour plus de critiques et d'analyses d'œuvres de fiction, et pour une exploration complète des univers tels que celui d'Invincible, je vous invite à découvrir mes histoires entièrement racontées sur ma chaîne principale Aramis Scream, lien dans la description, ou sur la page d'accueil de cette chaîne. Et sur ce, ici, on parle d'univers de fiction et d'autres choses, et je vous dis à la prochaine vidéo.